Est-ce que vous connaissez ce logo-là? Je l'ai déjà vu sur une application. Aucune idée. Non. Je vous dis franchement, je connais pas. J'ai jamais vu. C'est le gage de qualité au niveau du sucre et aussi d'autres composants. Mais Est-ce que vous, c'est quelque chose qui pourrait influencer vos achats? maintenant que j'ai les deux, oui, quand même un peu. Ouais. Voici le Nutri-Score. Ce système d'étiquetage va être présent sur l'avant des emballages pour mieux informer les consommateurs sur la valeur nutritionnelle des aliments. Après la France, la Belgique et l'Allemagne entre autres, le Nutri-Score fait son bonhomme de chemin en Suisse. Même si d'un côté, Coop, Manor, Denner et Globus n'ont toujours pas adopté ce label, Aldi et Lidl, eux, ont franchi le pas et l'affichent déjà sur quelques références. Mais c'est surtout la décision de Migros de passer du côté du oui au Nutri-Score qui risque, disons, d'accélérer le mouvement. Ce géant orange a donc décidé que d'ici 3 ans, l'ensemble de ses références propres arborera le Nutri-Score. Mais trouver un produit avec la nouvelle étiquette n'est pas encore chose facile, même pour le porte-parole de Migros. Bonjour. Vous savez où sont les produits préparés, Vilov, compagnie et autres? Les produits préparés, oui. Encore une petite balade dans les rayons et les premiers produits Nutri-Scorés sont enfin trouvés. C'est l'ensemble de nos produits qui vont être Nutri-Score d'ici 2025. Ici, on a une tresse au beurre qui est C. C'est un très bon exemple. Et puis, on va essayer de trouver la couronne soleil. Voilà. Ici, on a une couronne soleil qui est B. Donc, c'est évident que là, ça permet de comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que la tresse au beurre, elle est C. La couronne soleil, elle est B. Ça ne veut pas dire que la tresse au beurre, elle est mauvaise. Ça veut dire que la tresse au beurre, elle est peut-être réservée pour le brunch du dimanche, pour une occasion particulière. Puis le pain de tous les jours, ça va être la couronne soleil. C'est un pain qui a des farines blanches, mais comme il a aussi des graines et puis des flocons de céréales, il a une bonne note. Là, c'est un produit standard prêt à cuisiner, hein. Promotionner le Nutri-Score, nouveau fer de lance de Migros. Pourtant, ce distributeur, comme les autres distributeurs de notre pays, était lui aussi totalement opposé à ce nouveau label. Mais pourquoi un tel revirement? Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Non, mais simplement, il y avait plusieurs systèmes en Europe qui étaient en concurrence. Et puis pour nous et pour la branche, c'était important qu'il y ait un système qui s'impose. Et puis une fois que le Nutri-Score s'est imposé au niveau européen, que la Confédération l'a reconnu comme un système qui peut permettre aussi d'avoir vraiment une décision rapide sur des produits qui sont similaires, pour nous, il n'y avait plus de frein à donner au Nutri-Score et on a dit non, on presse sur l'accélérateur et si on le fait sur l'ensemble de nos produits en marque propre. Pour mieux comprendre comment fonctionne le Nutri-Score, rendez-vous est pris avec une diététicienne qui s'est battue pendant de nombreuses années pour imposer ce label en Belgique. Elle en connaît donc un rayon sur le sujet et tout commence par des chiffres, disons, un peu obscurs. C'est pas toujours évident pour le consommateur de comprendre ces différents chiffres. Est-ce que 3 grammes de sel, 2 grammes de sucre, 6 grammes d'acide gras saturé, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Comment finalement pondérer tous ces nutriments et donner un score au produit? Eh bien, c'est ce qu'essaye de faire le Nutri-Score et justement de traduire simplement l'information nutritionnelle qui se trouve dans le tableau nutritionnel en une lettre simple avec une couleur en face avant de l'emballage pour finalement faciliter l'acte d'achat au magasin pour le consommateur. Le Nutri-Score est basé sur un simple principe d'équilibre alimentaire. D'un côté du positif avec les protéines et les fibres, et de l'autre du plus négatif avec les taux de sucre, de sel et les graisses saturées. Reste à passer tout cela à la moulinette d'un algorithme et on obtient une note un peu comme pour les étiquettes énergétiques. Mais faut-il vraiment bannir de nos assiettes les grands D et les grands E qui font peur? Non,
pas forcément. Évidemment, la vie serait bien triste sinon. Donc il faut modérer, il faut varier ces aliments. C'est simplement donner une indication. Donc effectivement, les produits A, qui sont très souvent des produits naturels, on va dire, non cuisinés, sont à consommer tout le temps, sans modération, effectivement. Mais des produits, j'invente du chocolat par exemple, ou des chips qui sont forcément mal classés et qui vont être rouges, ils doivent plutôt attirer l'attention en disant attention, il y a quand même, il va falloir faire attention, le manger moins souvent, avec parcimonie, de moindres quantités. C'est plutôt dans cet esprit-là qu'il faut aller et pas dans le fait de supprimer le produit de son alimentation. Passons maintenant à un petit exercice pratique. Nous avons donc des tomates fraîches. Tout ce qui est fruits et légumes, bien sûr, c'est Nutri-Score A. Donc en fait, tous les produits bruts, que ce soit aussi la viande, le poisson, les œufs, sont Nutri-Score A. Et puis effectivement, il y a une transformation qui s'opère. Donc par exemple, ici, nous avons donc des tomates pelées en boîte. C'est aussi Nutri-Score A. Donc c'est pas encore étiqueté, mais c'est le score que l'on peut trouver via le calcul. Alors, par contre, ici, le Nutri-Score serait Nutri-Score C, parce que justement, il s'agit d'une sauce tomate, mais enrichie avec un petit peu d'huile, un petit peu de sel, un petit peu de sucre. Et donc, forcément, le Nutri-Score n'a plus à voir avec une sauce tomate que l'on pourrait faire à la maison sans rien du tout. Donc, ça paraît simple. Pourtant, le Nutri-Score a des règles. Par exemple, ne pas comparer des produits de familles très différentes. Inutile de comparer de l'huile d'olive avec du beurre ou avec des nuggets. La note n'a de valeur comparative que pour des produits similaires. Quand on prend l'exemple de deux jambons qui ont l'air assez similaires finalement, on en a un avec un Nutri-Score D et puis un autre au Nutri-Score B. À savoir que l'un a mis moins de sel et on se rend compte en regardant un petit peu plus loin dans l'étiquetage nutritionnel qu'on a également diminué les graisses. Donc si le consommateur veut faire un choix plus sain, eh bien au sein d'un même rayon, il verra deux scores différents pour finalement un produit assez similaire et d'ailleurs étiqueté à la même marque. Depuis l'avènement du Nutri-Score d'ailleurs, de nombreux industriels ont vite fait d'adapter leurs recettes afin d'avoir une meilleure note. N'est-ce pas un peu en contradiction avec les principes mêmes du label ? Mais quelque part, c'est un win-win. Donc, c'est quand même le but, c'est d'améliorer la qualité nutritionnelle des aliments à destination des consommateurs. Donc, si un jambon peut être avec moins de sel ou des cornflakes avec moins de sel ou qu'on rajoute des céréales complètes, c'est plutôt bien. Donc il ne faut pas non plus que critiquer. Mais c'est vrai que pour l'industriel, ça peut faire comme une allégation du coup nutritionnelle en face avant du paquet. Ça peut être plus vendeur, mais en même temps, ça peut aussi permettre au consommateur d'avoir un produit qui est moins salé dans son assiette. Pour comprendre comment et où ce label a vu le jour, départ vers la ville lumière. C'est à l'université Sorbonne Paris-Nord, ici, dans ce centre de recherche de l'INSERM, que commence l'histoire en 2009. L'une des plus grandes études épidémiologiques du monde sur la nutrition, Nutrinet Santé, vient de naître. Le but, collecter de multiples informations sur la vie de 170 000 volontaires, pour savoir ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent, leur mode de vie, afin d'évaluer de manière scientifique les conséquences directes sur leur santé. L'utilisation du Nutri-Score a déjà donné en quelques années à peine des résultats surprenants. Ce qu'on a pu calculer, par exemple, sur la cohorte Nutrinet Santé, c'est le score qui sous-tend le Nutri-Score sur l'ensemble des aliments consommés par les participants. Et on a vu que ceux qui consommaient plus d'aliments notés, on va dire A, B versus DE, avaient moins de risques au fil du temps, donc avec un suivi depuis 2009 pour les premiers inclus, qui se poursuit encore aujourd'hui en 2022, moins de risques de développer des cancers, des maladies cardiovasculaires, du diabète, etc. Les associations européennes de consommateurs ne s'y étaient d'ailleurs pas trompées en soutenant dès le début le Nutri-Score. Mais elles émettaient encore certaines critiques. Par exemple, la non prise en compte dans le calcul du Nutri-Score d'autres éléments, comme la présence d'un très grand nombre d'édulcorants ou d'additifs dans notre alimentation. Mais les choses risquent de bouger plus rapidement que prévu.
Par exemple, nous, dans notre laboratoire, dans la cohorte Nutrinet Santé, nous avons, pour la première fois au monde, on a pu quantifier l'exposition aux additifs alimentaires chez les plus de 100 000 participants de la cohorte. Et on commence à montrer des liens avec des pathologies, par exemple, entre les édulcorants et le risque de cancer. On a observé des associations dans Nutrinet Santé, entre les nitrites, nitrates et risque de cancer également. On a aussi montré des liens entre aliments ultra-transformés et pathologies dans Nutrinet. Et maintenant dans une cinquantaine d'études au niveau international. Donc effectivement, la science évolue, le Nutri-Score évoluera également. L'idée pourrait être là à terme, et c'est ce qu'on est en train de tester dans l'étude Nutrinet Santé, de pouvoir compléter le Nutri-Score avec un élément graphique qui indiquerait notamment si l'aliment est ultra transformé ou pas. Par exemple, un cadre noir autour du Nutri-Score avec la mention ultra transformé. Comme ça, on aurait les deux informations, et un Nutri-Score et un industriel qui essaierait de passer avec un meilleur Nutri-Score en rajoutant des substances qui questionnent, là, du coup, serait, entre guillemets, piégé par ce logo qui donnerait toute l'information au consommateur. Mais dans combien de temps verra-t-on apparaître dans nos supermarchés ce Nutri-Score +++? Nous, on est une équipe de recherche, donc ce n'est pas nous qui prenons in fine les décisions politiques et la gestion de toutes ces affaires-là. Nous, dès cette année, nous sommes en train, là, au printemps, de tester la compréhension, la perception, l'impact possible d'un logo Nutri-Score avec un élément graphique qui prend en compte le côté ultra-transformation additif. Donc ça, ce sont des recherches qui devraient paraître, on va dire, d'ici la fin d'année. Ensuite, il faut voir dans quelle mesure les pouvoirs publics, au niveau français, européen, etc., s'en emparent. Et donc, voilà, les conséquences pratiques sur l'étiquetage, je ne sais pas, je ne saurais pas me prononcer sur dans combien de temps on pourra avoir la chance d'avoir un Nutri-Score amélioré. La bataille risque d'être encore très longue pour imposer de manière obligatoire le Nutri-Score dans toute l'Europe, comme le voudrait la Commission européenne. Car un très fort lobby de l'industrie agroalimentaire se bat toujours contre ce label. Mais là aussi, les choses bougent. Certaines multinationales, pourtant farouchement opposées au label, ont changé de camp, comme ici le groupe Nestlé. Démarche marketing ou simple effet d'image ? On a toujours été en faveur d'un étiquetage sur le devant du paquet, étiquetage nutritionnel. Et puis, en 2019, on a opté pour le Nutri-Score pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a été développé par des scientifiques indépendants. Et puis que les études ont montré qu'il était bien compris des consommateurs. La deuxième, c'est que le Nutri-Score, il est soutenu par les experts, par les autorités en Suisse, mais dans d'autres pays européens également. Et nous, on aimerait avoir un système harmonisé en Europe. Ce serait bénéfique pour les consommateurs, ce serait bénéfique pour les fabricants. Puis la troisième raison, c'est que c'est en ligne avec notre volonté de transparence vis-à-vis du consommateur et notre engagement pour une alimentation équilibrée. Si ce label plaît à Nestlé aujourd'hui, le Nutri-Score nouveau ne semble pas rencontrer, disons, le même enthousiasme. Si un jour le Nutri-Score intègre les additifs, qu'il y ait un consensus scientifique, qu'il y ait un soutien de la part des autorités, à ce moment-là, oui, on va discuter. Mais on se reverra à ce moment-là. Faudra-t-il encore beaucoup de temps pour voir un Nutri-Score obligatoire en Suisse et en Europe ? Difficile de le dire, car dans certains pays, la guerre reste totalement ouverte contre ce label. Bonsoir Sophie Michaud-Gigon. Bonsoir. Vous êtes la responsable de la Fédération romande des consommateurs. Vous soutenez évidemment le déploiement du Nutri-Score. On a là des céréales à base de cacao, on a là des nuggets végétaliennes, des produits ultra transformés, mais tous les deux ont le Nutri-Score A. Est-ce que ça veut dire que ces produits sont vraiment sains ? Alors le Nutri-Score n'est pas un outil pour délimiter est-ce qu'un produit est sain ou est-ce qu'il est malsain. C'est d'ailleurs pas non plus une recommandation nutritionnelle. Pour ça, on a la pyramide alimentaire. Le Nutri-Score, c'est vraiment un outil qui permet de comparer des produits dans une même catégorie. Ou alors, si vous voulez faire un dessert et puis vous hésitez entre le yogourt et le flan et la crème, etc., là aussi, ça va vous donner une indication nutritionnelle visible sur la face avant
donc rapidement identifiables. Alors, on vient d'entendre la responsable nutrition de Nestlé expliquer que le Nutri-Score est en ligne avec l'engagement de Nestlé pour une alimentation équilibrée. Le Nutri-Score, finalement, est-ce que c'est pas devenu simplement un bon outil marketing pour les industriels? Non, je ne crois pas. Si Nestlé soutient l'introduction d'un Nutri-Score, c'est aussi parce que le Nutri-Score pousse à faire évoluer la composition des aliments. C'est pas parce que Nestlé va plus faire de beurre chocolaté, mais c'est peut-être parce que Nestlé, par rapport à ses concurrents, aura des céréales ou je ne sais quel beurre qui aura peut-être une meilleure note parce qu'ils feront descendre la teneur en sucre, par exemple. Et là, ils obtiendraient une meilleure note au Nutri-Score. Donc je ne pense pas que ce soit publicitaire. Ce qu'on voit, pour moi, c'est un des arguments aussi les plus importants pour le Nutri-Score, c'est vraiment que la composition ensuite évolue, la composition des produits eux-mêmes. Sophie Michaud-Gigon, dans quelle mesure le Nutri-Score doit-il ou non être amélioré? Le Nutri-Score doit évoluer. Le groupe de scientifiques qui travaillent dessus vont forcément le faire évoluer aussi. Et l'Office fédéral de la sécurité alimentaire participe à un groupe transnational. Donc c'est une bonne chose. Je pense notamment à la question des édulcorants et des sucres qui doit aussi être débattue. Sophie Michaud-Gigon, vous restez avec nous et on va se pencher maintenant sur un autre point très sensible, c'est la colère de certains représentants des produits du terroir contre le Nutri-Score. La fronde est particulièrement forte en Italie où même le gouvernement s'oppose à l'adoption de ce système au niveau européen. Voyez le reportage de notre correspondante Valérie Dupont. Les pâtes à la carbonara, l'un des plats favoris des Italiens. Dans cette trattoria, Mario en prépare plus de 60 assiettes par jour, avec toujours les mêmes ingrédients. De la joue de porc, des œufs, du pecorino et du parmesan, et rien d'autre. Avec la matriciana et la cacio e pepe, la carbonara fait partie de la tradition gastronomique romaine depuis toujours. À l'époque, on l'appelait la remariée, me racontait mon père. Des pâtes mélangées avec des œufs. Un plat plutôt riche en graisse qui, avec le Nutri-Score, ne ferait donc pas vraiment bon ménage. Oui, mais on ne parle pas de régime. Sinon, que viennent-ils faire ici? Voilà, la carbonara est prête. À Rome, le président de l'association des agriculteurs a donc lancé un cri d'alarme. Le Nutri-Score pourrait faire disparaître la carbonara et le reste de la gastronomie romaine. Parce que c'est un système qui, en effet, diabolise les traditions pour avantager une série de produits exclusivement pour promouvoir leur vente. Et donc le vrai risque est que la tradition disparaisse tout simplement des rayons des magasins. Car ce qui ne se vend plus ne se produit plus, ça c'est clair. En d'autres mots, si les ingrédients sont labellisés d'un feu rouge ou orange, c'est tout un savoir-faire qui risque de disparaître peu à peu. Depuis 4 générations, la famille Cecchini fabrique du guanciale, la joue du cochon. Le guanciale, ça fait du bien. C'est vrai que c'est gras. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que comme il est utilisé en cuisine, à la cuisson, une bonne partie du gras, je dirais plus de 50%, disparaît. Cette viande grasse, salée et aromatisée, mise à sécher pendant 3 mois, donne une saveur unique au plat de la tradition romaine. Mais à la vente, son profil sur une éventuelle étiquette Nutri-Score serait clairement une lettre D, plutôt négatif. Selon moi, c'est une erreur de faire une étiquette qui conduit à une simplification. C'est vrai que nous devons aider les personnes qui souffrent d'obésité, d'hypertension, etc. Ça, c'est juste. Mais je trouve que c'est injuste de ne pas compléter cette étiquette avec un peu plus d'informations. Dans la tradition culinaire romaine, le roi des fromages s'appelle le pecorino romano. Un fromage d'appellation contrôlée à base de lait de brebis, fabriqué uniquement en Sardaigne, dans le sud de la Toscane et la région du Latium. Le pecorino romano est le fromage le plus antique d'Italie. Il existait déjà au temps des Romains. Chaque soldat recevait une ration journalière.
L'histoire raconte en effet que chaque légionnaire recevait une ration de 27 grammes de pecorino et non pas 100 grammes, comme la portion analysée par l'algorithme du Nutri-Score. Alors face au risque de voir leur fromage écarté par les consommateurs, les 40 producteurs et le président du consortium sont montés sur les barricades contre le Nutri-Score. C'est vrai que le pecorino romano peut avoir un contenu de graisse supérieur à des produits confectionnés. C'est vrai qu'il a sans doute plus de sel qu'un fromage insipide et industriel. Mais c'est vrai aussi qu'on parle d'un produit naturel. Et grâce à Dieu, en Sardaigne, la région principale de production du pecorino, c'est aussi la terre où on compte le plus de centenaires. Et cela démontre que cette alimentation n'est absolument pas mauvaise pour la santé. Voilà pourquoi, sous la pression d'un secteur qui vaut près de 600 milliards de francs par an, Rome a contre-attaqué. Le 15 février dernier, face aux ambassadeurs des pays de l'Union européenne, 4 ministres ont présenté l'alternative italienne au Nutri-Score. L'Italie est contre l'adoption d'un mécanisme basé sur ce qu'on appelle le feu rouge alimentaire, comme le système Nutri-Score, parce que c'est un système inspiré d'une logique simplificatrice et sans aucun fondement scientifique. Ce jour-là, l'Italie propose le Nutrinform Battery, un système d'étiquette informative qui ne donne aucun jugement sur le produit. L'information est l'essence même du Nutrinform, et d'ailleurs son nom l'indique. Nous voulons que les consommateurs soient guidés à faire des choix conscients sur la base de ce que sont les nutriments contenus dans les différents aliments. C'est au CREA, un centre de recherche au ministère de l'Agriculture, que Laura Rossi et 2 autres chercheurs ont inventé le label italien. Nous lui demandons de créer pour nous l'étiquette de notre assiette de carbonara pour comprendre la différence avec le Nutri-Score. À quoi sert cette étiquette et quelle est la différence par rapport au D ou E du Nutri-Score ? Ici, je sais qu'après avoir mangé ma portion de carbonara, j'ai déjà mangé 1/3 de la majeure partie des nutriments quotidiens, 1/3 des calories, 1/3 des graisses saturées, un peu moins de sucre, un peu moins de sel. Cela signifie qu'à mon prochain repas, je devrais être attentive aux calories et aux graisses. Le Nutrinform n'est pas un algorithme. Le label analyse le poids exact d'une portion d'aliments recommandée par les nutritionnistes. On ne le rapporte pas nécessairement à 100 grammes de produit, mais à la portion que chacun devrait consommer. Et ça, c'est un travail de nutritionniste, car nous déterminons les portions adéquates. Ensuite, les règles du Nutrinform se calculent sur ces portions et les rapportent aux besoins alimentaires d'un individu adulte, soit 2000 calories par jour. Mais quel est l'impact de cette étiquette sur les consommateurs? Le marché du Campo dei Fiori à Rome est fréquenté par de nombreux touristes francophones. Nous avons acheté un produit italien doté du Nutrinform et un autre fabriqué en France avec le Nutri-Score pour leur demander leur avis. C'est sûr que celle-ci est plus parlante. Hein. Ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est plus précis, oui, il y a les précisions. C'est mieux. Tandis que là, il n'y a qu'un score, il n'y a rien. C'est Nutri-Score. Celle-là est plus facile à lire, tout de suite. C'est visuel, c'est tout à fait visuel. Alors que là, il faut quand même prendre le temps de lire. Alors finalement, c'est la même chose que ce qu'on avait avant. Pour l'instant, le label est encore peu présent. Derrière le Nutrinform se trouve la Fédération des entreprises alimentaires qui a dépensé des millions pour contrer le Nutri-Score. Poser des feux rouges sur l'emballage d'un produit, franchement, ça me fait sourire. Je veux manquer de respect à personne, mais franchement, ça n'a ni queue ni tête. Dans ce match Italie-France, l'Italie espère maintenant imposer les règles du Nutrinform à toute l'Europe. Nous voulons gagner ce match, mais nous ne voulons pas le gagner parce que nous sommes arrogants ou parce que nous sommes italiens. Nous voulons le gagner parce que nous pensons que nous avons des raisons scientifiques. Il est évident qu'il y a des intérêts énormes. Chaque pays va jouer pour protéger ses intérêts. C'est légitime. Mais nous avons la science de notre côté. Ces labels alimentaires modifieront-ils vraiment les habitudes des consommateurs? Le temps le dira. Difficile cependant d'imaginer que cela pourrait un jour faire disparaître la carbonara de la table des Romains, un plat classé A sur l'échelle du bien-être.
du bien-être ou du moins des plaisirs de la table. Sophie Michaud-Gigon, on vous retrouve. N'est-ce pas tout de même une faille du Nutri-Score quand des produits industriels déclassent des produits du terroir? Alors c'est vrai que pour moi, le terroir est un choix que j'intègre dans mes choix alimentaires. C'est très important pour moi. Et je sais, quand je vais à un stand fromager ou charcutier, que je dois, disons, manger avec une certaine modération ces produits-là. Mais ce n'est pas pour autant que je trouve que le Nutri-Score ne doit pas indiquer, par exemple, entre l'huile d'olive, l'huile de colza et une matière grasse moins bonne nutritionnellement que l'huile de colza ou l'huile d'olive sont meilleures. Et on parle aussi là de produits du terroir. Merci beaucoup Sophie Michaud-Gigon. On vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup à vous. Et ce débat existe aussi en Suisse. On va en parler avec vous, Philippe Bardet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'interprofession du Gruyère. Alors, ce Nutri-Score, pourquoi est-ce qu'il vous fait peur? Le Nutri-Score en soi ne nous fait pas peur, mais c'est une fausse bonne indication. Donc, pour des produits traditionnels tels que les fromages de qualité comme le Gruyère, ça n'apporte rien aux consommateurs. En quoi est-ce que ce serait problématique s'il y avait un Nutri-Score sur le Gruyère? Ce serait sans doute un C, voire un D. Ça serait sûrement un D, d'après ce qu'on a vu, ça peut être un C, mais fondamentalement, qu'est-ce que ça apporte comme message aux consommateurs? C'est qu'avec la couleur, on dit c'est plutôt moins bon, donc il ne faut plutôt pas le prendre, alors qu'on sait que si on mange en quantité mesurée le Gruyère, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger pour la santé, il n'y a aucun danger pour le poids des personnes. Donc, c'est une mauvaise indication. Donc, vous craignez une forme de désavantage concurrentiel sur les étalages. Mais le Gruyère, c'est quand même pas très diététique. Tout le monde le sait. Donc, pourquoi vouloir le cacher? C'est pas diététique, ça c'est une affirmation qu'on peut donner. On sait que c'est un fromage gras. On sait qu'il est à base de lait, mais c'est un produit sans lactose. On sait qu'il lui faut un peu de sel pour sortir le goût. Mais à côté de ça, il n'y a aucun autre additif. Donc, c'est un produit qui est très sain, qu'on peut déguster à toute heure sans avoir de problème de santé derrière. Donc, c'est quand même diététique. Finalement, les industriels qui, dans un premier temps, étaient critiques vis-à-vis du Nutri-Score, s'y sont convertis. Est-ce que ce sera aussi le cas du Gruyère? Ils sont convertis parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient en tirer un avantage, puisqu'en modifiant certaines formules de leur quantité d'additifs, ils arrivaient à améliorer leur score. Tandis que notre produit, on ne peut pas le changer. C'est une recette ancestrale. On compare de l'eau, qui est A, très bien. B, un café latte, qui est un produit quand même ultra transformé, qui peut être très bon, qui peut être très sympathique, mais ils peuvent encore changer quelque chose de la formule, puis peut-être qu'il sera un jour un autre produit qui restera tel quel et qui sera toujours dans cette catégorie. Donc si pour le consommateur, on dit le vert, c'est la meilleure chose, eh bien, dans son esprit, ça sera toujours une mauvaise chose de manger du Gruyère, alors qu'il a un plaisir indissimulé à le manger. Mais le Nutri-Score, c'est fait pour comparer des produits de même catégorie. Des yogourts avec des yogourts, des pizzas avec des pizzas, et pas du Gruyère avec des cafés latte. Est-ce que vous êtes en train de faire un mauvais procès au Nutri-Score? Mais le consommateur, il va voir les choses dans son ensemble. Donc, il va essayer de faire un panier A, voire AB. Il ne va pas faire un panier avec toute la panoplie, comme il l'associe à d'autres indicateurs qui jouent sur les couleurs, et la couleur vert est celle qu'on veut apprécier. Merci beaucoup Philippe Bardet d'être venu à Genève pour répondre à nos questions. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Mais merci. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Des vélos qui filent à 45 km/h, cela séduit toujours plus de monde sur les routes suisses. Mais ces engins valent une véritable fortune, raison pour laquelle il est très utile de savoir quels sont les modèles les plus fiables et les plus performants. Tests et résultats avec François Hégère et nos collègues de SRF. Le vélo électrique, c'est le compagnon parfait pour les trajets quotidiens. Les moteurs des vélos électriques rapides peuvent assister jusqu'à 45 km/h. C'est surtout hors des localités que les amateurs de vitesse se déplacent facilement. Pour rouler aussi vite, il faut être bien sûr équipé. Plaque d'immatriculation, casque et permis de conduire sont obligatoires. De plus, les vélos électriques rapides sont soumis à des règles de circulation plus strictes que les vélos normaux. Bonjour à tous. C'est bien que ça marche, que nous puissions faire le test aujourd'hui. Nous sommes au Test Lab du TCS à Ettingen, près de Berne. Nous avons caché toutes les marques. Cela signifie que vous ne savez pas sur quel vélo vous allez rouler.
Nous avons testé 9 vélos électriques rapides, très prisés dans le commerce, en collaboration avec le TCS et le Vélo Journal. Ces vélos coûtent entre 4 700 francs et 8 000 francs. Tous sont équipés de garde-boue, d'un porte-bagages, d'une béquille et d'un éclairage. 7 disposent d'un moteur central et 2 d'un moteur arrière. Pour des trajets de 10 à 30 km, c'est certainement un véhicule idéal pour les pendulaires. Dès que l'on circule en ville, le problème est qu'il y a beaucoup de feux de signalisation. Cela signifie que l'on doit de toute façon freiner et que si l'on roule alors à 45 km/h en pleine ville, on peut vite mettre sa sécurité en danger. Voici les critères du test. Quelle est la puissance du système d'entraînement du moteur? Quelle est la durée de vie de la batterie? Le vélo électrique a-t-il été construit de manière qualitative? Est-il agréable à conduire et facile à utiliser? Les freins fonctionnent-ils bien? Et l'éclairage, est-il suffisamment puissant? Le résultat global se compose d'un test pratique avec 8 participants, d'une analyse technique sur le banc d'essai de la Haute École de Lucerne et d'une évaluation qualitative des composants installés. Les composants sont en fait assez bons. Il semble que les fabricants aient compris comment les vélos sont utilisés. Mais il y a déjà des détails pour lesquels je pense qu'on pourrait vraiment faire mieux. Par exemple, la longueur des garde-boue avant. Ils sont souvent tout simplement trop courts, de sorte que l'on se mouille complètement les pieds, rien qu'en roulant sur une chaussée mouillée. Le plus mauvais vélo du test, mais avec 59 points sur 100, une note globalement encore suffisante, c'est le modèle de Clever. Les points négatifs, le moteur assiste encore après l'interruption du pédalage et sa maniabilité n'est pas idéale. Sur ce modèle en particulier, j'ai remarqué que la batterie ne peut pas vraiment être démontée seule. Il faut tourner la clé et la maintenir tournée tout en tirant. Et on voit que je n'ai presque pas la force de retirer la batterie. Le vélo électrique d'Ibex obtient une bonne note globale avec 62 points sur 100. Il y a toutefois un domaine où la note est insuffisante. Ce modèle a un éclairage relativement faible, qui honnêtement ne me donne pas envie de rouler la nuit dans une forêt sombre. Il manque aussi les feux de route et il n'y a pas non plus de feu de stop. L'e-bike de Flyer est un peu meilleur dans le test, avec 66 points sur 100. Le système d'assistance a particulièrement convaincu. Poignée inconfortable, tige de selle non amortie ou encore moteur saccadé, le test pratique met en évidence les moindres détails. L'e-bike Tour de Suisse a obtenu un résultat global de 67 points lors du test. Les points positifs ont été évalués, facilité de conduite et qualité. Même résultat, mais avec un prix de 4 699 francs, le modèle de Cube, le meilleur rapport qualité-prix du test. Une chose nous a intrigués lors du test pratique, les différents types d'assistance des moteurs lors des démarrages en côte. Dans les pentes raides, les moteurs arrière sont moins puissants que les vélos à moteur central. Cela signifie que si quelqu'un veut utiliser régulièrement ses vélos sur des terrains escarpés ou juste avec une remorque, il est tout simplement mieux servi par un moteur central. 68 points sur 100 sont attribués à l'e-bike Bix lors du test. Convaincant la qualité, en revanche la manipulation de la batterie ainsi que l'absence de feu de stop et de feu de route ont donné moins de satisfaction. Le modèle Specialized est tout aussi bon dans le test. L'e-bike est léger en comparaison des autres vélos et le petit écran installé est remarquable. Les vélos électriques ont des écrans très différents. Il y en a qui sont très épurés, avec juste les indications les plus importantes, qui suffisent certainement à la plupart des gens. Et d'autres ont une quantité folle d'informations. On voit la pente ou on voit même combien de calories on a dépensé. On sait alors combien de chocolat on peut manger en rentrant. L'équipe de test a aussi évalué l'autonomie des batteries sur le banc d'essai et dans la pratique. Avec une assistance moteur maximale,
Les vélos électriques ont parcouru entre 38 et 54 km. Ensuite, la batterie était vide. Le modèle de Stromer atteint la plus grande autonomie. Mais à 8 022 francs, c'est aussi l'e-bike le plus cher du test. Le meilleur résultat global, avec 70 points sur 100, est obtenu par l'e-bike de Riese-Müller. Sur ce modèle, nous avons remarqué un bon package global. Nous avons globalement de bons freins, un bon éclairage, mais aussi un grand confort de conduite, avec des tiges de selle suspendues et des pneus très larges. Les vélos électriques rapides sont la promesse d'un vrai plaisir de conduite. Mais attention évidemment aux autres usagers de la route, même les plus lents. Le fabricant du modèle Clever, vélo le moins bien classé du test, donc, nous fait savoir que le moteur arrière déploie ses capacités avant tout sur des terrains plats. Pour des distances plus longues, des montées plus raides, le moteur arrière est moins approprié. C'est dit. Et le plaisir maintenant de retrouver l'actualité conso de Viviane Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les vacances d'été arrivent à grands pas et vous nous parlez de Booking, donc la plateforme de réservation en ligne qui lance une sorte de label établissement voyage durable. Oui, il a la forme d'une petite feuille et Booking l'attribue aux établissements qui ont des pratiques éco-responsables comme produire moins de déchets, moins de gaz à effet de serre, utiliser moins d'eau, moins d'énergie. Il y a 5 grands principes et on peut voir en détail comment chaque établissement les concrétise. La semaine dernière, vous avez cherché une nuit d'hôtel à Genève. Alors Booking proposait alors une centaine d'établissements avec une vingtaine d'établissements estampillés voyage durable. Oui, et des pratiques très différentes. Par exemple, pas de paille ou de bouteilles en plastique jetables, des douches économes en eau, réutilisation des serviettes, éclairage LED, etc. etc. L'établissement déclare lui-même ses engagements. Et entre engagement et greenwashing, la frontière est vite franchie, nous a confié un hôtelier, car personne ne vérifie. Pas de vérification. C'est la version de l'hôtelier à qui nous avons parlé. Le patron de Booking en a une autre. Sont estampillés voyage durable les établissements déjà certifiés par des labels indépendants. Ou alors il y a des contrôles. Et puis il y a surtout les commentaires des utilisateurs impitoyables envers ceux qui ne tiendraient pas leurs promesses. Écoutez, Raphaël Matos-Vazem, il est enseignant en tourisme. Pour les hôtels, c'est intéressant de s'afficher quand même durable, quelque part. Parce qu'on attire un segment touristique qui consent même à payer davantage que les autres touristes. Qu'est-ce que vous pensez des mesures qui sont avancées par ces établissements du type renoncer à des emballages plastiques jetables? Ce sont des pratiques intéressantes, mais qui ne vont pas assez loin et qui devraient s'imposer dans tous les hôtels, en fait. Il y a une pléthore de labels, de certificats. Ce n'est pas vraiment réglementé. Donc n'importe quel hôtel pourrait élaborer son propre label et dire, voilà, mettre une feuille verte, je suis durable, je suis green. Il y en a qui sont sérieux, à l'enseigne de, par exemple, Green Globe. Vous avez aussi IBEX, pour ce qui est la Suisse. Et au niveau européen, vous avez l'écolabel européen qui existe depuis 30 ans. Toute une forêt de labels donc, qui ne sont pas forcément très connus. On passe à votre panier maintenant avec, pour commencer, une sauce cocktail. Mais parce que cette sauce, comme des milliers d'autres aliments, est produite avec de l'huile de tournesol, une huile qui se fait rare à cause de la guerre en Ukraine. Oui, en France, d'ailleurs, certains producteurs ont déjà modifié des recettes et ils ont le droit de le faire sans indiquer ces changements sur l'étiquette. Oui, avec à l'arrivée des étiquettes caduques et un manque de transparence qui fâche l'ONG Foodwatch. Et en Suisse ? Pour l'instant, aujourd'hui, c'est formellement interdit de vendre un aliment dont la recette aurait été modifiée, mais pas l'étiquette. Ceci dit, les autorités fédérale planche sur une solution pour concilier transparence et flexibilité. Elle pourrait prendre la forme d'un autocollant avec un QR code qu'on pourrait scanner pour voir exactement la composition d'un produit. QR code qu'on est curieux de voir arriver. En attendant, vous nous avez amené une barquette de fraises, des fraises qui viennent d'Espagne. Vous vous souvenez de l'enquête de la Fédération romande des consommateurs l'an dernier? Oui, alors absolument. Elle dénonçait les stratégies marketing des distributeurs pour nous faire acheter des fraises bien avant que ce ne soit la saison ici. Suite à cela, un dialogue s'est ouvert entre ces distributeurs et la FRC. Aldi a renoncé à ses promotions précoces, bon point. Mauvais point en revanche pour la Migros qui, selon la FRC,
société n'a pas tenu ses engagements. Regardez ce que Migros déclarait au Matin l'an dernier. Nous ferons du marketing et des actions uniquement à partir du mois de mars. L'année dernière, c'était effectivement en février. Ça ne le sera plus. Et regardez le Migros Magazine du 7 février de cette année. Eh bien, un beau gâteau aux fraises et une barquette de fraises. Voilà, malgré cela, Migros soutient n'avoir fait aucune promotion nationale, aucune action. Ceci étant, je cite, un assortiment régional et pas une action. Et ceci étant ce qu'on appelle jouer sur les mots. Migros ajoute que si un produit est en rayon, les clients peuvent l'acheter en toute bonne conscience. C'est un message qu'il a aussi fait passer dans son magazine Mi Gusto. Des fraises en mars, inutile de voir rouge. Celles qui proviennent d'Espagne introduisent moins d'émissions de CO2 que celles cultivées sous serre chez nous. En clair, des fraises espagnoles plus écolo que les fraises suisses. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais uniquement ces fraises produites sous serre dont parle l'article, et elles représentent 2% de la production suisse selon Fruits Union Suisse. Fraises suisses sous serre que Migros vend aussi, soit dit en passant. Alors, il y a le CO2, mais les fraises espagnoles sont aussi controversées depuis longtemps à cause des quantités d'eau utilisées pour leur culture. Regardez cette archive ABE. Voici la zone où l'on capte de l'eau sans permis. Rien que dans ce secteur, ici dans cette zone forestière, il y a 50 installations comme ça. Ça, c'est un puits illégal. Oui, c'est un puits construit sans aucun permis. Et puis surtout, cette eau captée illégalement pour irriguer les cultures, c'est celle qui devrait alimenter les marais du parc naturel de Doñana. Un site splendide, l'une des plus grandes réserves naturelles d'Europe, protégée par l'UNESCO, et aujourd'hui en danger. Alors, 10 années se sont écoulées, mais selon le WWF, on capte toujours de l'eau illégalement dans cette région d'Espagne. Et ça, c'est tout de même une raison de voir rouge, pour reprendre le slogan de la Migros. Le détaillant, lui, se veut rassurant. Ses fournisseurs sont contrôlés. Et puis, il s'engage pour protéger ce parc national. Et il nous reste une boîte de Dafalgan. Alors, j'ai pu en acheter aujourd'hui. Il y a quelques jours encore, c'était impossible. Il y a eu une rupture de stock généralisée qui a duré 3 semaines, selon Pharma Suisse. Et les comprimés orodispersibles de 500 et 250 mg manquent toujours. Ça va durer jusqu'à la fin du mois. Et ça, comment est-ce que ça s'explique? Des tensions mondiales autour de l'approvisionnement en paracétamol, explique le fabricant UPSA, qui se fournit à 85% aux États-Unis. Parce qu'avec la pandémie, la demande a fortement augmenté. Et puis, des difficultés aussi à trouver des matériaux d'emballage, aluminium, carton ou plastique. Une petite pénurie, donc, mais pas de panique, puisque d'autres médicaments contiennent eux aussi du paracétamol. Merci beaucoup, Viviane. À très bientôt.